Alors voici le premier cours sur la cryptographie basée sur les codes. Le sommaire de ce cours, ce sera l'introduction qu'on va traiter aujourd'hui. Ensuite, les vidéos suivantes traiteront tout d'abord du décodage par syndrome. Donc ce sera un problème difficile que je vais vous présenter en introduction qu'on essaiera de résoudre. Et ensuite, on parlera de chiffrement basé sur ce problème difficile-là, d'identification, de signature, dans des choses que vous avez déjà vues. Et on finira par la cryptographie à clé secrète. Donc toute la première partie, ça va être de la cryptographie à clé publique, le chiffrement, l'identification et la signature, utilisant des problématiques des codes correcteurs d'erreur. Alors, je parle souvent de codes correcteurs d'erreur, je vais vous présenter maintenant de quoi il s'agit. Alors d'abord, la première motivation pour faire de la cryptographie à base de codes correcteurs d'erreur, c'est que la plupart des cryptosystèmes à clé publique qui sont utilisés sont basés sur des problèmes de théorie des nombres. Donc comme vous l'avez vu dans le cours de crypto, les problèmes de théorie des nombres, c'est-à-dire les problèmes de factorisation, de logarithmes discrets, sont des problèmes qui sont sûrs dans un monde classique, c'est-à-dire où on n'aurait pas d'ordinateur quantique. Et des gens ont montré, donc Peter Shor a montré qu'on pouvait casser ces algorithmes basés sur des problématiques de théorie des nombres à l'aide d'un ordinateur quantique. C'est-à-dire que le problème de factorisation de produit de deux nombres premiers deviendrait simple si on avait un ordinateur quantique. Donc simple, j'entends polynomial en la taille de mon paramètre, par exemple pour RSA, en la taille de n. Donc pour ça, on a eu l'idée de proposer des systèmes alternatifs, efficaces en pratique, basés par exemple sur les réseaux, les codes correcteurs d'erreur, ou basés encore sur les fonctions de hachage, qui eux n'auraient pas cette faiblesse face à l'ordinateur quantique. C'est-à-dire que le problème sous-jacent difficile resterait difficile même en la présence d'un ordinateur quantique. Donc ça c'est un des premiers arguments. Un autre argument, c'est que la théorie des codes, elle existe depuis très longtemps, elle existe bien avant RSA, elle existe depuis le début des communications sur des canaux pas forcément... on n'a pas besoin de sécurité, sur des canaux qui seraient bruités, on a besoin de corriger des erreurs durant les transmissions. Donc ça a été utilisé depuis toujours. Et les problèmes sous-jacents sont des problèmes qui sont NP complets, donc ça veut dire qu'il n'existe pas d'algorithme polynomial en la taille des paramètres d'entrée pour les résoudre. Donc ça c'est un deuxième argument. Le deuxième argument, c'est un argument un peu historique. Les problématiques qu'on a là sont très anciennes. Et enfin le dernier argument, comme vous l'avez vu en cryptographie classique, basée sur la factorisation ou le logarithme discret, les implantations ne sont pas forcément simples. Parce qu'on doit faire de l'exponentiation modulaire, on doit faire du square and multiply, des choses qui sont un peu lourdes à manipuler, alors qu'ici vous allez voir qu'on va faire des choses qui sont beaucoup plus simples à implanter, on n'aura que des opérations d'algèbre linéaire, donc assez basiques. Donc ça c'est un avantage encore une fois. Le principal désavantage de cette cryptographie-là, qui a été proposée à peu près à la même époque que RSA, c'est que la taille de la clé publique est très grande. Donc je vais l'entourer tellement c'est le problème majeur. La clé publique a une grande taille, des centaines de milliers de bits, contrairement aux 1024 ou 2048 bits de RSA pour le même niveau de sécurité. Là, on est aux alentours de 30 000 bits pour les schémas les plus récents, ce qui reste beaucoup plus grand que les cryptosystèmes classiques. Donc c'est pourquoi ça n'a pas connu de succès à l'époque. Donc ça c'est la grande motivation générale. Maintenant je vais vous parler en particulier des codes correcteurs d'erreur. Alors l'idée au départ, c'est pas du tout de faire de la cryptographie, c'est de corriger les communications bruitées. C'est-à-dire que je vais avoir un message, M ici, que je souhaite envoyer à travers un canal qui est bruité. Donc bruité, ça veut dire que j'avais rajouté une erreur E. Le but, c'est de pouvoir corriger cette erreur, c'est-à-dire que quand je vais recevoir le message avec une erreur, je dois être capable de corriger l'erreur et de retrouver le message initial. Donc pour pouvoir corriger ces erreurs, l'idée est de rajouter une partie de redondance, R, à mon message, pour obtenir ce qu'on va appeler un mot de code, C, qui est le message plus sa redondance, et la correction d'erreur va permettre, à partir de C', donc du message de reçu, de retrouver le message M de départ que je souhaitais envoyer, que je souhaitais transmettre. Donc ça vous l'avez dans vos téléphones, vous l'avez sur les DVD, vous l'avez à peu près partout où on a des bruits durant les communications. Par exemple un CD, on peut avoir des rayures, on peut avoir de la poussière. Donc ces codes correcteurs d'erreur vont réduire les effets de la poussière ou les effets des rayures
En téléphonie, ils améliorent la qualité de la communication. Et on va voir qu'on peut les utiliser en cryptographie parce qu'il y a des problèmes sous-jacents qui sont difficiles. Donc ça, c'était pour donner une première motivation et une explication de ce que sont les codes correcteurs d'erreur. Maintenant, on va voir un petit peu plus dans le détail ce qu'on appelle les codes linéaires. Donc un code linéaire, c'est un code correcteur d'erreur pour lequel on ajoute de la redondance, donc on ajoute de l'information supplémentaire qui, elle, va dépendre linéairement du message de départ. Donc l'objectif est de permettre la correction d'erreur après la transmission de message, et cette correction est permise grâce à l'ajout d'informations redondantes. Pour pouvoir la corriger dans un code linéaire, on va rajouter une information supplémentaire qui dépend linéairement du message de départ, donc une combinaison linéaire des bits du message de départ. Et pour ça, on peut voir ça comme si le message était plongé dans un espace plus grand, donc qui serait la taille du message plus la redondance, et la différence entre les deux, c'est la taille de la redondance. Par exemple, quand vous téléphonez à votre grand-mère, vous pouvez utiliser le code à répétition en répétant 2 ou 3 fois la même chose pour qu'elle comprenne bien le message. Bonjour mamie, c'est Paul, Paul, vous le dites 3 fois, au bout de 3 fois, je pense qu'elle aura compris que vous êtes Paul. Ça marche aussi avec les autres prénoms, mais le code à répétition, c'est, au lieu d'envoyer Paul, j'envoie 3 fois Paul, et j'imagine que s'il y a des erreurs dans la communication, elle peut corriger ces erreurs-là et retrouver le message Paul initial. Voilà, c'est le code à répétition, c'est l'exemple le plus simple de correction d'erreur. Dans ce cas-là, on aura une dimension triple, c'est-à-dire que la taille du message qu'on envoie est 3 fois plus grande que le message initial que l'on souhaite envoyer. Mais c'est pas toujours le cas, on peut essayer de faire un petit peu mieux. Le but, ça va être de chercher à ajouter le moins de redondance possible, de moins d'informations supplémentaires, pour pas encombrer le réseau durant notre communication et envoyer trop d'informations. Donc les codes correcteurs d'erreur linéaires, on peut les voir comme des éléments formés par une matrice génératrice. Alors une matrice génératrice G, ça va être quelque chose qui va être de taille K fois N, donc ce sera des notations qu'on utilisera par la suite. K, ça va être le nombre de lignes, et N, ça va être le nombre de colonnes. K, ça va être la taille de l'information que je souhaite envoyer. D'accord, donc mon message il va être de taille K. N, ça va être la taille du message qui est envoyé. Donc si je veux envoyer K bits, je vais devoir en envoyer N pour être capable de corriger des erreurs durant la communication. Donc comment je construis cette matrice-là? Je prends des lignes qui sont linéairement indépendantes. Donc linéairement indépendantes, c'est simple, je prends l'identité sur la gauche, et puis je prends quelque chose un peu quelconque sur la droite. On verra que le quelconque n'est pas vraiment quelconque, mais pour l'instant il peut l'être, et je suis sûr que toutes ces lignes là seront linéairement indépendantes, d'accord, puisque j'ai l'identité sur cette partie là, donc je ne peux pas trouver de combinaison linéaire de ces lignes là qui me donne une autre ligne. Donc quand on aura une matrice de cette forme là, on dira qu'elle sera sous forme systématique, et le code, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires des lignes de cette matrice là. Nous, on se placera la plupart du temps dans des codes binaires. Donc les combinaisons linéaires de cette matrice-là, il y en a 2 puissance k, puisque on a k lignes, donc on peut faire 2 puissance k combinaisons linéaires de ces lignes. Pour chacune des lignes, je me dis, soit je la prends, soit je la prends pas. Donc le code C, finalement, ça va être le sous-espace vectoriel de dimension k et de longueur n, défini par G. Donc là, j'ai complètement raté mon soulignement, donc je vais le refaire un peu mieux. Sous-espace vectoriel de dimension k et de longueur n défini par G. Puisque la dimension, c'est le nombre de lignes linéairement indépendantes, donc c'est le nombre de vecteurs linéairement indépendants, donc là on a bien vu qu'il y avait k vecteurs linéairement indépendants. La longueur, c'est le nombre de coordonnées de chacun des mots du code. Donc chacun des mots a n bits de coordonnées. Et une matrice génératrice n'est pas forcément sous forme systématique. On a juste besoin d'avoir des lignes qui soient linéairement indépendantes. Si on prend la matrice avec l'identité sur la gauche, on est sûr que les lignes sont linéairement indépendantes. Mais elle doit toujours être de rang maximal. Donc le rang maximal, ça veut dire que les k lignes de ma matrice doivent être linéairement indépendantes pour avoir un code de dimension k. Le rang maximal. Ces lignes forment donc une base de notre code, et le rapport R, qui est k sur n, sera appelé le taux de transmission. Puisque si je veux envoyer uniquement k bits, donc admettons que je veuille envoyer 5 bits,
Eh bien, n c'est 10, admettons que ce soit 10, je vais être obligé d'envoyer 10 bits pour donner 5 bits d'information. Donc on dira qu'on a un rapport d'un demi. Parce que sur mes 10 bits, il n'y en a que 5 qui contiennent finalement l'information que je veux transmettre. Donc un code linéaire, comme je le résume ici, c'est un sous-espace vectoriel de fq puissance n. Donc nous on prendra généralement q égale 2, donc on n'aura que des matrices binaires, mais on pourrait prendre n'importe quel q. Fq puissance n, je ne sais pas si vous connaissez cette notation là, c'est le corps fini à q éléments, donc ça c'est fq, et puissance n, c'est n coordonnées, c'est-à-dire qu'on prend n éléments dans ce corps fini là, et puis on forme un vecteur qui a n coordonnées qui sont chacune dans fq. Donc on a un espace vectoriel de chacun de ces vecteurs à n composantes qui sont dans fq. Si on a un code de paramètres nk, on aura un code où les mots sont de longueur n, donc avec n composantes. K c'est la dimension de l'espace vectoriel, donc il aura 2 puissance k mots, et on dira que la dimension du code c'est k. Si la distance minimale de C est D, alors on parle de nkd code. Alors distance minimale, on va en parler un peu plus tard, mais on va garder en tête cette notation nkd, n c'est la longueur, k c'est la dimension, et d c'est ce qu'on va appeler la distance minimale. Alors pour pouvoir expliquer cette notion de distance minimale, j'ai besoin de quelques notions supplémentaires. Première notion, le poids de Hamming. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais le poids de Hamming d'un mot C, c'est le nombre de coordonnées non nulles de ce mot. Par exemple, le vecteur 1, 0, 0, 1 a un poids de Hamming qui est 2, parce qu'il a deux composantes qui sont non nulles. Dans le cas d'un code linéaire, la distance de Hamming, c'est une distance issue d'une pseudonorme. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le poids de Hamming qui a un code associé le nombre de coordonnées non nulles joue ici le rôle de pseudonorme. Alors pseudonorme, on va pas vraiment rentrer dans le détail, c'est comme si c'était une norme, c'est-à-dire que pour mon code, je vais calculer la distance entre deux mots comme étant le poids de Hamming de la différence. C'est-à-dire que si j'ai deux mots, on verra un exemple juste après, et que je demande quelle est la distance entre ces deux mots, et bien finalement ce sera la distance, ce sera le poids de la différence des deux coordonnées. Par exemple si j'ai le mot 1, 0, 0, 0 et le mot 1, 0, 0, 1, la distance entre ces deux mots c'est 1, parce qu'il y a juste un seul bit qui a été flippé pour passer de l'un à l'autre. Flippé c'est qui a été changé de 0 à 1. D'accord, donc ça c'est la distance, on voit ça comme étant le poids de Hamming de la différence. Très bien. La linéarité de la structure sous-jacente introduit une propriété directe, c'est-à-dire que la distance minimale, d entre deux points du code, ça va être égal au minimum du poids des mots du code non nuls. Puisque comme on fait les combinaisons linéaires de ma matrice G pour définir mon code, la combinaison qui consiste à prendre aucune des lignes, 0, 0, 0, elle fait partie des 2 puissance k mots du code. Donc j'ai toujours le vecteur nul à n coordonnées qui est dans le code. On le savait déjà puisqu'on a dit que c'était un sous-espace vectoriel. Donc dans un sous-espace vectoriel, on a toujours le vecteur nul. Mais à part ce vecteur nul là, tous les autres mots du code, ils ont un poids. Et le plus petit poids des mots du code, eh bien ça va correspondre à la distance minimale entre deux éléments du code. C'est-à-dire que si j'ai un mot qui a un poids de 2, eh bien je sais que le plus petit mot, si le plus petit poids des mots de code c'est 2, mais je sais que la distance minimale entre deux mots du code ce sera 2. Je ne peux pas avoir deux mots qui soient une distance 1 tous les deux. On va voir sur un exemple par la suite. C'est-à-dire que pour avoir la distance minimale, je vais prendre tous les poids de tous les mots du code, et le plus petit de ces poids-là, ça correspond à la distance minimale de mon code. J'avance encore un peu. Donc là j'ai fait un petit schéma. Ce petit schéma, ça représente les mots de code. Donc ce qui est en rouge, ici, les croix rouges, c'est les mots du code. Donc là on a celui-là, donc mes ronds ils disparaissent, mais c'est pas grave. On va les refaire. Ça c'est un mot de code. Ça c'est un mot de code. Ça c'est un mot du code. On va caractériser D comme étant la distance minimale entre deux mots du code. Donc si je trace des disques ou des boules, ça dépend de comment on voit les choses, de rayon la moitié de D, mais un peu moins, et bien je sais qu'elles ne vont pas s'intersecter ces boules.
d'accord, si je prends D-1 sur 2, donc j'appelle ça T, et que je trace les boules de centre, mon mot de code est de rayon D-1 sur 2, donc cette notation, ça représente la partie basse. Par exemple, si c'est 2,5, ça vaut 2. D'accord, c'est comme la partie entière d'un nombre. Donc si j'ai un mot dont la distance, donc un code pour lequel la distance minimale c'est 5, 5 moins 1, 4, 4 sur 2 ça fait 2, et bien si je trace les boules de rayon, mon mot de code pour tous les mots de code est de rayon 2, et bien je suis sûr que ces boules là ne vont pas s'intersecter, puisque la distance minimale est de 5, donc si je fais D-1 sur 2, je suis sûr qu'elles ne vont pas s'intersecter ces boules. Donc on dira à ce moment-là que je vais pouvoir corriger ces T-erreurs-là. Parce que si je reçois un mot qui est ici, je sais qu'il est plus près de lui que de lui, puisqu'il est dans la boule de centre mon mot de code et de rayon plus petit que T. Donc je sais que le message envoyé, le C qu'on a envoyé, eh bien il a de plus fortes chances d'être celui-là que celui-là, à moins que ce soit ce mot-là auquel j'ai rajouté beaucoup d'erreurs. Donc la capacité de correction, c'est le plus grand nombre d'erreurs que je peux ajouter pour rester toujours dans une de ces boules. On voit que si je tombe ici, je ne sais pas si c'était ce mot-là qui a été envoyé et qui est tombé ici, ou bien si c'est ce mot-là qui est arrivé et qui est tombé là. Parce que les erreurs, à partir des mots C plus E, nous font obtenir un C' qui est le mot de code reçu avec les erreurs. Et donc moi je voudrais être capable de corriger ces erreurs. Donc pour pouvoir faire ça, il faut que je sois dans une de ces boules. Donc mon code, s'il a pour paramètre nkd, je sais que je vais pouvoir corriger au plus D-1 sur 2, partie basse, partie entière, erreur. S'il y en a plus, je ne pourrais pas les corriger de manière unique. Je ne pourrais pas dire que l'antécédent, le C' si c'est celui-là, le C, je ne sais pas si c'est lui, ou si c'est lui, ou si c'est un autre. Donc je ne sais pas si c'est clair, mais on pourra en discuter si vous avez des questions sur Discord. Donc la majoration suivante qu'on va faire en exercice, qui s'appelle la borne de Singleton, lie ces trois paramètres. N, je rappelle que N, c'est le nombre de coordonnées de mon mot de code. K, c'est la dimension du code dans lequel je suis. Et D, c'est la distance minimale, donc c'est le plus petit poids d'un mot du code, donc non nul. Et bien on aura toujours cette relation-là, et ça, ce sera l'objet de notre premier exercice. Donc maintenant, je vais vous donner un exemple un peu détaillé pour que ce soit peut-être plus clair. On a parlé de matrice génératrice. Donc si je construis un code où n vaut 6, donc on aura 6 colonnes, donc là j'ai n qui est le nombre de colonnes, k égale 3, donc k ça va être le nombre de lignes de ma matrice, les lignes qui seront linéairement indépendantes. Je prends un code binaire, donc ça veut dire que toutes les composantes sont des 0 ou des 1, en choisissant 3 vecteurs linéairement indépendants. Donc je prends au hasard 3 vecteurs, donc là c'est le premier, là c'est le deuxième, et là c'est le troisième. Ces 3 vecteurs-là, ils sont linéairement indépendants. Alors comment je le sais? Alors pour le savoir, il faudrait mettre la matrice sous forme systématique. C'est-à-dire qu'il faudrait faire des combinaisons des linéaires des lignes pour avoir l'identité sur la gauche et quelque chose sur la droite. Si j'arrive à faire ça, ça veut dire que les lignes sont linéairement indépendantes. Pour pouvoir faire ça, on va faire ce qu'on appelle un pivot de Gauss. On va voir par la suite. Donc si ma matrice elle est bien une matrice génératrice, eh bien je peux obtenir l'ensemble des mots de mon code en calculant tous les produits m fois g, où m c'est un vecteur qui va avoir 3 coordonnées. Donc je prends tous les m possibles, donc j'ai 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, etc. Donc ça c'est toutes les valeurs possibles de mon message, M. Et mon mot de code associé, c'est le produit MC. Donc on peut voir par exemple, si je prends ce vecteur-là, le vecteur 0, 0, 1, 0, 0, 1 fois C, fois G, donc c'est ma matrice là, ça correspond à la dernière ligne de G, parce que quand je fais un produit vecteur matrice, bien ça correspond à la dernière ligne de ma matrice dans ce cas-là. En tout cas, je vais faire une combinaison linéaire des lignes de ma matrice, alors que si je faisais matrice fois vecteur, ce serait une combinaison linéaire des colonnes, ce qu'on va voir après.
En tout cas, si je fais le vecteur 0, 0, 1, 1, pardon, 0, 1, 1, que je multiplie par la matrice G, ben ça correspond à la somme des deux dernières lignes, celle-ci et celle-là. Donc là, ça va bien faire 1, 0, 1, 0, 1, 1. Donc c'est bien ce vecteur-ci. J'espère que vous avez capté. Mes éléments, ils sont dans F2 puissance 3, donc je peux avoir j'ai jusqu'à 8 éléments qui correspondent à toutes les combinaisons linéaires des lignes de la matrice de G. Donc ça veut dire que mon code, il a ces 8 éléments qui sont là, donc le vecteur nul, ce vecteur-là, etc. Tous ceux qui sont dans cette colonne-ci. Pour chacun, je peux calculer le poids de chacun des mots. Par exemple, le premier, il a un poids 0, le deuxième, il a un poids 4, puisqu'il a 4, 1, le troisième, un poids 4, etc. Et je remarque que le plus petit des poids, c'est 3. Donc on l'a obtenu ici plusieurs fois, on l'a 4 fois. Le plus petit poids, c'est 3, donc ça veut dire que la distance minimale de mon code, c'est 3. Donc si c'est 3, je vais pouvoir corriger 3 moins 1, ça fait 2, 2 sur 2, ça fait 1, je vais pouvoir corriger une erreur. C'est-à-dire que si je prends un mot quelconque, par exemple celui-là, et que je change un bit, je change un 0 en 1 ou 1 en 0, eh bien je vais pas retomber sur un autre mot du code, et je vais pas retomber à un bit près d'un autre mot du code. Voilà, j'espère que ça c'est clair. Et pour pouvoir faire ça, il fallait déjà que je vérifie que mon code est de dimension k. C'est ce que je vous ai dit au départ, que les lignes étaient linéairement indépendantes. Alors comment je fais pour vérifier que les lignes sont linéairement indépendantes? Eh bien je vais faire un pivot de Gauss. Donc ça va être l'objet de quelques exercices qu'on va faire ensemble. Je vais devoir partir de la matrice G, faire des combinaisons linéaires des lignes pour obtenir la matrice G sous forme systématique, c'est-à-dire que là j'ai l'identité sur la gauche et j'ai une autre matrice sur la droite. Là je saurai, si j'arrive à écrire ma matrice G de départ sous cette forme-là, que les trois lignes sont linéairement indépendantes. Donc là je peux en conclure que la dimension de mon code c'est bien 4, que la capacité de correction c'est 1 parce que la distance minimale c'est 3. Voilà, donc j'espère que cet exemple est clair, sinon on pourra revenir aussi dessus par la suite. Maintenant je vais vous proposer une autre notion, c'est la notion de décodage. Parce que je vous ai dit, l'émetteur il va envoyer le message M, il va calculer le produit M fois G, d'accord, donc il va prendre la matrice génératrice de mon code, il va faire M fois G, il va obtenir ce qu'on appelle un mot de code C, d'accord, donc il sera dans un mot qui sera de longueur N, donc il y aura N coordonnées, mais durant la transmission, il y a des erreurs qui s'ajoutent, des erreurs E, qu'on peut voir comme le XOR du mot de code avec mon vecteur E. On sait que E, il faut qu'il soit de petit poids, c'est-à-dire que c'est un vecteur binaire, il ne faut pas qu'il ait trop de 1. Il peut avoir au plus T1, parce qu'un 1, ça va être une erreur, ça va être un changement de bit, passage de 0 à 1 ou de 1 à 0, et je sais que mon code il peut corriger T erreur, où T c'est D-1 sur 2. Donc si j'ai plus de T erreur, je ne pourrai pas corriger, et puis je ne pourrai pas retrouver le message originel. Donc on va voir ça de manière schématique suivante. Le produit M fois G, ça correspond à faire des combinaisons linéaires de la matrice G, puisqu'on multiplie par un vecteur à gauche. On obtient notre mot C, ici, ça c'est le mot de code. Ensuite, durant la transmission, durant la transition par le canal bruité, on ajoute une erreur E et on obtient le mot C', donc ça c'est le mot qui est reçu par le destinataire. À lui de retrouver le message M de départ, donc il va falloir qu'il corrige les erreurs pour retrouver le message originel qui était envoyé par l'émetteur. Donc voilà toute la problématique des codes correcteurs d'erreurs, c'est retrouver le message originel à condition qu'il n'y ait pas eu trop d'erreurs durant la communication. Donc décoder consiste à retrouver C à partir de C', et une fois qu'on a C, on peut retrouver facilement M puisqu'on connaît G. Donc si on G est sous forme systématique, on a directement M en prenant les premières coordonnées de C. Donc ça on verra plus tard dans le détail si vous voulez. Donc généralement, nous on cherche un décodage à maximum de vraisemblance, ça veut dire qu'on cherche le mot qui a eu le moins d'erreurs possible pour obtenir ce mot reçu. Puisqu'il existe probablement d'autres mots C auxquels on aurait ajouté plus d'erreurs pour obtenir C'. Mais là on ne serait pas au maximum de vraisemblance, c'est-à-dire qu'on cherche celui qui est le plus
vraisemblablement le message qui a été envoyé au départ, donc le C qui a été envoyé. Donc ça c'est la problématique du décodage. Retrouver le mot C le plus proche du mot reçu C'. Alors pour ça on a besoin de ce qu'on appelle un décodeur. Donc un décodeur c'est un algorithme qu'on va noter gamma G par la suite, qui va prendre en entrée notre mot C', donc qui est M fois G plus E, et qui va retourner M à condition que le poids de l'erreur ne soit pas trop élevé. S'il est plus petit que T, la capacité de correction, il retourne M, mais s'il est plus grand, il ne retourne rien. Alors ça veut dire que s'il y a eu plus d'erreurs dans la transmission, on va retourner soit un message erroné, soit si c'est un mot qui est dans la zone mauve, saumon qui est ici, là on retournerait rien du tout. Mais si c'est un mot qui est dans une autre boule, on retournerait cette mauvaise message originel alors que c'était pas celui-là qui a été envoyé. Mais il y a eu trop d'erreurs. Très bien. Donc ça j'espère que c'est clair. L'algorithme de décodage, il permet de retourner le message M à partir du C', c'est-à-dire le mot de code plus les erreurs. Donc à partir de la connaissance de M, on retrouve facilement E, puisque si je retrouve M, je connais G, M fois G XOR M, donc ça fait M fois G XOR M, ça fait E. Alors, c'est M fois G plus E XOR M. En fait, c'est le message reçu. Si tu as corrigé les erreurs, tu as C et tu retrouves M. Bon, on verra ça aussi en TD dans un exemple peut-être un peu plus clair. Donc un premier théorème qu'on a un petit peu démontré de manière un peu avec les mains pour l'instant. Si j'ai un code de paramètres nk 2t plus 1, je sais qu'il va pouvoir corriger t erreurs. D'accord ? La distance minimale c'est d, et je vois que si je prends d-1 sur 2, je vais être capable de corriger ces erreurs-là puisque je suis à l'intérieur d'une de ces boules. On peut l'expliquer un peu plus clairement. Si j'appelle B l'ensemble de tous les vecteurs de longueur n sur FQ, et que je prends la boule de centre C et de rayon T, ça va être l'ensemble de tous les éléments x dans FQ puissance n tels que la distance entre x et c est plus petit que t. Donc ça correspond bien à tous les mots qui sont dans la boule de centre C et de rayon T. C'est tous les éléments x tels que la distance entre x et c est plus petit que t. Donc on appelle ça la boule de centre C et de rayon T. Pour chacun des c dans FQ puissance n, le cardinal de la boule est le suivant. Alors comment on a fait ça ? Pour avoir le cardinal de la boule, on va d'abord vous expliquer le cas Q égale 2 peut-être, et on verra dans le cas général après. Soit je vais mettre une erreur. Donc là, pour mettre... soit je vais mettre aucune erreur. Je vais prendre 0 parmi n, je vais fauter aucune des valeurs des n bits. Donc là j'ai mon premier élément. Soit je mets une erreur, donc j'ai n positions, donc j'ai un choix parmi ces n positions pour mettre mon erreur. Soit je mets deux erreurs, donc 2 parmi n, soit je mets 3 erreurs, 4, 5 jusqu'à t. Donc on voit bien que la somme des i parmi n, pour i allant de 0 à n, me donne bien le cardinal de la boule, c'est-à-dire l'ensemble des x qui sont à une distance plus petite que t de mon élément c. Maintenant, si je ne suis pas dans le cas binaire, mais je suis dans le cas FQ, c'est-à-dire que toutes mes coordonnées ne sont pas des 0 et des 1, mais des éléments entre 0 et Q-1, je peux avoir les mêmes nombres de mots, mais pour chacun de ces mots, je multiplie par Q-1 puissance i. Parce que quand je vais avoir une erreur, alors ça ne va pas corriger ma flèche là, quand je vais avoir une erreur, je peux avoir cette erreur qui va transformer en 1 en 2, ou un 1 en 3, ou un 1 en 4, ou un 1 en 5, je resterai toujours dans la boule. Parce que la distance entre x et c sera toujours plus petite que t. Parce que le poids de Hamming de la différence, rappelez que la distance, c'est le poids de Hamming de x moins y, sera toujours, elle, égale à la distance entre x et y. Donc quand j'ai une erreur, par exemple j'ai le message 1001, ça c'est dans F2, admettons que ça soit dans FQ, j'ai le message 1003, je peux transformer ce message-là en message 1, 5, 0, 3. Donc là, j'ai changé une seule valeur de mon vecteur, mais j'ai choisi de lui mettre 5. Donc j'ai Q-1 choix pour toutes les coordonnées que je vais avoir changées.
Donc ça j'espère que c'est clair, sinon on pourra revenir aussi là-dessus. Pour pouvoir corriger T erreur, il faut que les boules ne s'intersectent pas. Parce que si les boules s'intersectent, eh bien je vais avoir le choix entre deux antécédents, deux éléments de la boule qui pourraient correspondre à ce mot de code reçu. Et donc là on ne pourra pas corriger les erreurs. Si le mot reçu n'appartient pas à une boule, donc rappelez-vous de ce schéma que je vous ai montré avant, alors on ne pourra pas corriger les erreurs. Donc ça c'est comment on définit un code par sa matrice génératrice et comment on arrive à avoir une correction de T erreur. C'est la dernière page pour ce premier chapitre de cours. On va finir sur les matrices de parité. Alors, on a vu pour l'instant comment on pouvait générer un code à partir de cette matrice génératrice, c'est-à-dire que la matrice, elle pouvait nous donner tous les éléments du code. Maintenant, on peut vouloir faire les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire, je vous donne un élément, et vous voulez savoir s'il est dans le code ou non. Donc pour ça, on va tester son appartenance au dual de ce code. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vais définir le dual, donc je fais pour définir ce dual un produit scalaire habituel, le somme de produits des composantes. Donc ça vous avez tous vu au moins une fois ça dans votre scolarité. Le produit scalaire c'est x1, y1 plus x2, y2 plus x3, y3. Donc ça définit un produit scalaire. Et bien tous les éléments y tels que le produit scalaire xy est nul, pour tous les éléments du code C, définissent l'orthogonale du code. On dit aussi le dual, ou l'orthogonale. C'est-à-dire que j'ai mon code, j'ai tous mes éléments que j'ai vus tout à l'heure, mais maintenant je peux lui trouver tous les éléments qui lui sont orthogonaux. L'intérêt c'est quoi? Eh bien c'est que si je vous donne un élément du code, si je vous donne un élément quelconque, pour savoir qu'il est dans le code, j'ai qu'à le multiplier par un élément de l'orthogonale ou du dual, et si j'obtiens 0, eh bien c'est qu'il était dans le code. C'est un moyen de vérifier qu'un élément est dans le code ou non. Pour être dans le code, il faut que le produit de cet élément par le dual, par un élément du code dual, soit nul, et à ce moment-là, je sais que je serai dans le code. Donc ce code dual, il est défini par ce qu'on appelle une matrice de parité. Donc la matrice de parité, on va la noter H dans toute la suite de ce cours, c'est la matrice qui, elle, comme je suis dans le code dual, elle sera de dimension n-k, donc elle aura n-k lignes, elle aura aussi n colonnes, puisque les vecteurs ils ont autant de coordonnées dans le dual que de coordonnées dans le code de départ, donc mon vecteur y qui est dans le dual il a n composantes, et cet espace est de dimension n-k, parce qu'on sait que la somme des dimensions, on est toujours en dimension finie ici, la somme des dimensions, c'est le théorème Durand, la somme des dimensions de mon espace et de son dual nous donne la dimension de l'espace total. Donc dim de mon code C c'était k, la dimension de l'espace total c'est n, donc la dimension du dual c'est n-k. On sait que la matrice H elle est orthogonale à G, c'est-à-dire que le produit G fois la transposée de H nous donne 0. Donc ça on le vérifiera aussi en exercice. Et cette matrice elle génère le code dual, c'est-à-dire qu'on a notre code qui est généré par G, et bien la matrice H, qui est appelée matrice de parité, elle génère le code dual. Donc on va voir comment on construit cette matrice H, mais on va voir qu'elle va être très utile par la suite. On peut voir le code C comme étant le noyau de H. Donc le noyau, c'est l'ensemble des éléments du ker, c'est-à-dire que c'est les éléments tels que H de x égale 0. D'accord? Le noyau, c'est l'ensemble des x tels que h fois x égale 0. Donc ici, on sait que tous les éléments de C, ils sont orthogonaux à la matrice dual, puisque la matrice dual, c'est la matrice qui génère le code dual, la matrice qu'on appelle de parité. Donc si je prends un élément C dans mon code, h fois C, ça donnera 0. C'est ce qu'on a écrit la ligne d'en dessous. Une dernière valeur, et ensuite on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet pour le côté cryptographie, c'est le syndrome. Le syndrome, c'est j'ai reçu C', d'accord, donc ça c'est mon élément de code plus une erreur, je multiplie par H, je sais que H fois C ça vaut 0, puisque C il est dans le code et que H c'est la matrice génératrice du dual. Donc H fois C', ça va être égal à HE. HE, c'est pareil que H fois C'. Et ce produit H fois E, on l'appelle le syndrome S. H fois E, comme le vecteur E est à droite, ça correspond à faire la somme de T colonnes de ma matrice H.
mon vecteur E, on se rappelle c'est le vecteur erreur, il n'en a pas beaucoup, il en a O plus T. Donc H fois E, ça correspond à faire la somme de T colonnes de ma matrice H. Donc comment on fait pour construire cette matrice de contrôle ou cette matrice de parité? Eh bien, je pars de ma matrice génératrice G que j'ai écrite sous forme systématique. Donc j'ai l'identité et j'ai la partie redondante à droite. L'identité, on sait que ma matrice, elle va avoir n colonnes et k lignes. Hop. Voilà, n colonnes et k lignes. Donc ma matrice identité, elle a k lignes et k colonnes sur la partie gauche. La partie A, qui donne la redondance, elle, bien elle a que n-k colonnes, mais elle a aussi k lignes. Donc cette matrice-là, elle génère mon code C. Pour obtenir la matrice de contrôle, ou alors matrice de parité, ce que je fais, c'est que j'écris moins la transposée de A. Alors quand j'écris moins, comme on est dans F2, moins 1 c'est 1, moins 0 c'est 0, donc là il n'y a pas vraiment besoin du signe moins. Et après je mets l'identité de taille n-k croix n-k. Donc la matrice sur la gauche ici, j'ai pris cette ligne-là, je l'ai transposée, donc je l'ai mis, cette colonne-là, pardon, je l'ai mise en ligne ici, et ensuite j'ai pris la colonne d'à côté, donc la colonne d'à côté, et je l'ai mise en ligne ici, pour avoir la deuxième ligne de ma matrice. Donc ça c'était sur la partie gauche, et j'ai mis l'identité à droite. Donc cette matrice-là, elle permet de définir le dual de mon code, et je peux construire tous les mots qui sont dans le dual de ce code. Donc pour ma matrice G qui est ici, je construis tous les mots du dual, donc je construis d'abord H, puis tous les mots du dual, je sais qu'il va y avoir 4 mots dans ce code dual, qui est une combinaison linéaire d'aucune des lignes, donc 0, 0, 0, 1, ça veut dire la deuxième ligne, 1, 0, ça veut dire la première ligne, et 1, 1, ça veut dire la somme des deux lignes, et là j'obtiens un code dual qui va avoir 4 mots, dont le mot de plus petit poids non nul est de poids 3. Donc je sais que ça va être un code 5 pour n, 2 pour k, et 3 pour d, pour la distance minimale. Donc ce code 5, 2, 3, il va nous permettre de corriger 3 moins 1, 2 sur 2, une erreur. Donc si je prends un mot du code, dual, du C orthogonal, que je flippe un bit, que je fais un changement de bit, eh bien je ne vais pas m'approcher d'un autre mot du code d'un bit. D'accord ? Le mot le plus proche de ce code-là, ce sera toujours celui-ci. Donc j'espère que c'était assez clair tout ce que je vous ai raconté. On a notre matrice G qu'on avait au départ, je vais la reprendre ici. Cette matrice-là, elle avait des mots dans son code. Si j'avais construit la matrice dual, H, et que j'avais pris n'importe quel mot de G, et que j'avais multiplié par n'importe quel mot de H, j'aurais obtenu 0. On peut le voir aussi avec la matrice qu'on vient d'obtenir. Je prends n'importe quel mot de G, par exemple le mot 1, 0, 0, 1, 0. Je peux multiplier par n'importe quel mot de H, par exemple par le mot 0, 1, 1, 0, 1, 0. Et bien ça correspond 0, 1, 1, 0, 1. Ah oui, donc là, le dernier 0 n'est pas bon. Je viens de me rendre compte qu'il y a une erreur dans mon cours. Cette dernière 0 là n'existe pas. Puisque le mot, il est de longueur 5. Donc ça n'existe pas. Donc si je prends le mot 1, 0, 0, 1, 0, donc le premier qui est ici, et que je multiplie par 0, 1, 1, 0, 1, eh bien le produit des deux me donne bien 0, parce que je n'ai pas de 1 en face d'un 1. Dans le deuxième cas, si je prends le mot 1, 0, 0, 1, 0, que je multiplie par le mot 1, 0, 1, 1, 0, eh bien là j'ai que 2 1 en face l'un de l'autre, donc ça va faire 1 plus 1, et comme on est dans F2, ça fait 0. Donc je ne sais pas si c'est très clair, mais on reprendra ça en exercice à partir de maintenant. Voilà, donc cette vidéo fait à peu près 39 minutes. J'espère que c'était assez clair, sinon je suis là pour répondre à vos questions.